On sait tous que la Seine se jette dans la mer au Havre, mais ce mot estuaire, bien qu'il représente cette zone de mélange des eaux douces avec les eaux de mer, reste quand même assez obscur. On ne connaît pas tous les enjeux qu'il représente sur notre territoire, aussi bien pour la nature, mais également pour l'homme. Je me suis entretenue avec Stéphanie, chargée de la communication de la Maison de l'Estuaire. Dans le premier épisode, nous avons revu les bases sur les caractéristiques de ce territoire. L'estuaire est l'embouchure de la Seine, l'endroit où se rejoignent le fleuve et la mer. Il est par conséquent un territoire qui évolue sous l'influence des marées. L'estuaire contient une zone de réserve naturelle protégée où foisonne un nombre incommensurable d'espèces animales et végétales. Le premier rôle de l'association dont nous avons parlé est de veiller à la bonne circulation et conditions hydrauliques sur le terrain afin de protéger l'espace. Dans ce deuxième épisode, nous allons donc aborder les actions les plus importantes de l'association, c'est-à-dire la préservation et la protection de la réserve naturelle. Épisode 2. L'estuaire, une zone d'activité humaine à réglementer. Pour prendre soin de cette réserve naturelle et sauvage, vous êtes à l'origine de régulation de l'activité humaine sur le territoire. Quelles sont les activités économiques qui se trouvent être soumises à ces règles et quelles sont les règles qu'ils doivent appliquer ? Alors, régulation, je dirais que c'est un terme un peu fort. On parle plutôt de réglementation, puisque comme vous le dites, en fait, la réserve naturelle est un territoire qui est protégé, qui est classé. Donc, je le rappelle que c'est la décision, le classement vient en fait de l'État. C'est l'État qui a pris l'initiative de ce classement. Donc, on est piloté par l'État pour la gestion. Et effectivement, donc le territoire de la réserve naturelle est le théâtre, on va dire, de diverses activités socio-économiques, comme l'agriculture, la chasse au gibier d'eau, la coupe de roseaux, la pêche, l'activité aussi, je dirais, industrielle et portuaire qui est en périphérie, mais qui peut aussi avoir une influence sur la réserve en elle-même. Et effectivement, pour concilier ces activités avec les enjeux de protection et d'entretien des milieux naturels et de la faune qui est présente dans la réserve, il y a effectivement des règles qui sont imposées aux acteurs, aux activités. Donc, par exemple, pour donner l'exemple le plus simple, c'est que, par exemple, pour l'agriculture, sur les prairies, l'usage des produits phytosanitaires est interdit. Également, en gros, les produits phytosanitaires sont interdits partout sur la réserve, à l'exception de quelques terrains qui sont encore en culture et qui, pour lesquels l'agriculture ne peut pas faire sans. Mais en dehors de ces exceptions, l'usage de ces produits est interdit. On a également, par rapport à l'agriculture, sur les prairies humides, en fait, pour favoriser les espèces de manière à ce qu'elles puissent faire leur cycle de reproduction, notamment le plus long possible, pour les oiseaux, les insectes, etc., on retarde la date où les agriculteurs ont le droit de faucher, de couper l'herbe. Donc, par exemple, sur une prairie standard, n'importe où sur le territoire, finalement, dès que l'herbe est assez haute et assez dense, les agriculteurs la fauchent. Donc, ça peut parfois avoir lieu dès le mois de mai ou le mois de juin. Et dans la réserve naturelle, pour l'instant, la date est fixée au 8 juillet. Ce qui signifie que ça impacte forcément aussi l'organisation et le fonctionnement des exploitations agricoles. Mais nous, ça nous permet de s'assurer que jusqu'au 8 juillet, notamment les oiseaux qui nichent
au sol, qui font leur nid au sol, peuvent développer, que les couvées puissent se développer, que les oisillons puissent sortir des nids, etc., avant que l'engin passe pour faucher l'herbe. Et comme ça, voilà, il y a des règles qui sont pas, on les a pas imposées comme ça en disant c'est comme ça et puis c'est pas autrement. On en discute avec les acteurs et avec l'État. On fait ça dans le cadre soit de groupes de concertation ou dans le cadre d'instances de concertation qui sont mises en place et pilotées par l'État. Et on essaye de trouver des compromis. Alors parfois c'est des bons compromis, parfois les compromis fait qu'on n'est pas toujours satisfait dans un camp, enfin je dirais un camp dans une partie comme de l'autre, mais en tout cas on essaye de faire au mieux et d'avancer comme ça petit à petit pour faire évoluer les choses et faire en sorte qu'on gagne à la fois en diversité et surtout aujourd'hui on s'intéresse à la façon dont les milieux naturels fonctionnent, c'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir une forêt, une prairie, etc. Mais l'enjeu, c'est que ce milieu naturel fonctionne le mieux possible et offre un maximum de services, je dirais, à la faune et à la flore qui l'habitent, qui le composent. Et notre enjeu aujourd'hui, en tant que gestionnaire, c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que les écosystèmes qui composent la réserve naturelle offrent un maximum de services à la faune et à la flore. Et tout ça, on le fait avec tous les acteurs de l'estuaire. Et le règlement s'étend aussi sur des activités plus privées, comme la randonnée. Quelles sont les pratiques interdites, notamment pendant nos promenades dans les marais ? Alors, ce qui est interdit, mais finalement qui ne l'est pas qu'il est pour tout le monde, qu'on soit randonneur ou même agriculteur ou etc. Mais c'est par exemple de ne pas introduire d'espèces qui ne sont pas présentes sur le territoire, de déposer des déchets, de faire du feu, de déranger volontairement les animaux, que ce soit de manière inopinée ou par exemple pour faire de la photo ou parce qu'on est curieux et qu'on veut se rapprocher au plus près d'un animal ou etc. parce que ça nous intrigue, etc. Mais c'est vrai que ce sont des actions qui peuvent perturber le milieu naturel et les habitants de ces milieux. Et donc, c'est des actions qui peuvent être, alors si elles sont constatées par un agent assermenté, peuvent amener à des conséquences des procès-verbaux, des amendes ou ce genre de choses. C'est une question de bon sens aussi pour respecter aussi le lieu, et ce genre de réglementation est nécessaire afin d'éviter certains fléaux qui touchent par exemple bon nombre de territoires protégés comme les dépôts illicites de déchets. Est-ce que l'estuaire est malheureusement concerné par cette problématique ? Alors oui, effectivement le territoire de la réserve naturelle ne fait pas exception, je dirais, à malheureusement cette règle qui touche tous les espaces naturels, qu'ils soient protégés ou non de notre territoire. Et effectivement, on constate régulièrement, alors je ne vais pas dire toutes les semaines, mais voilà, ça peut arriver quand même assez fréquemment, des déchets qui sont déposés de façon volontaire sur le territoire, mais qui n'ont absolument rien à y faire. Et on a aussi, on va dire, les déchets qui nous arrivent de la Seine et de la mer, qui eux, sont déposés en fait par les marais. Et donc on a ces deux voies d'apport des déchets. Donc pour le premier, on essaye quand c'est possible éventuellement de trouver les responsables. En tout cas, on s'assure d'enlever les déchets du territoire. Et puis pour les déchets qui arrivent par la mer, en fait, on s'est rendu compte en étudiant un peu plus le phénomène que dans le territoire en bord de Seine, on a des zones où les déchets s'accumulent plus qu'à d'autres endroits. Et donc on essaye dans ces zones d'accumulation d'organiser des nettoyages manuel des déchets. Donc soit on peut le faire via des opérations participatives où on appelle en fait au bénévolat des citoyens, et sinon on le fait aussi via des associations d'insertion sociale et professionnelle qui viennent en petite équipe d'une 5 à 10 personnes pendant plusieurs jours nettoyer comme ça des zones précises sur le territoire de la réserve. Et donc en moyenne on exporte plusieurs dizaines de mètres
mètres cubes de déchets chaque année qui nous viennent en fait de l'eau, quoi, qui sont apportés par la Seine ou par la mer. Heureusement, du coup, qu'il y a ces mouvements de volontaires qui viennent pour nettoyer des lieux. Il y a aussi des associations qui se joignent à vous pour vous aider. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas du tout les seuls à intervenir sur le territoire de la réserve. On a aussi les associations d'acteurs, notamment les associations de chasseurs, comme le GIAS, qui est une association qui est présente sur une partie de Marais de Cressenval, et puis l'association de chasse de la baie de Seine, Pays de Caux, qui organise effectivement chaque année une grosse opération de nettoyage de la réserve. Et donc voilà, on unit nos forces, on intervient souvent sur des zones différentes, ce qui nous permet à la fin d'arriver à couvrir, je ne vais pas dire 100% du territoire parce qu'il est quand même très vaste, mais une grosse partie du territoire. Alors, ça reste une action qui malheureusement est obligée d'être répétée tous les ans. On n'en sort pas, c'est ça qui est un petit peu pénible, c'est qu'on a l'impression de faire une bonne action et que ça y est, c'est réglé. Et en fait, non, 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, malheureusement, on est obligé on pourrait recommencer. Alors après, on n'intervient pas non plus tous les mois parce que dans les zones notamment où on intervient, ça peut être aussi des zones où se réfugient des oiseaux ou de la faune, et donc on peut pas intervenir toute l'année pour ne pas la déranger. Donc on cible comme ça des périodes dans l'année pour pouvoir faire ces nettoyages. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent, et même si les volumes ont un petit peu diminué et qu'on n'est pas forcément face au même type de déchets, au tout début, quand on a commencé à faire ces nettoyages au début des années 2000, on avait beaucoup de gros déchets, des choses, on a même trouvé des télés, enfin des choses assez improbables. Et aujourd'hui, on est toujours confronté parfois à des déchets volumineux comme des caissons de poubelle, par exemple, suite aux problématiques qu'on connaît en ce moment. Mais voilà, on trouve toujours parfois des choses un peu incongrues. Mais globalement, on est plus face à des petits déchets plastiques, des petits déchets d'emballage, des plastiques qui se fragmentent, et donc qui sont aussi difficiles à ramasser, et qui en fait représentent finalement des tout petits volumes, mais qui s'insinuent comme ça de manière très insidieuse dans le milieu naturel, et qui sont pas moins dommageables pour la santé de la nature, quoi. Donc l'implication bénévole est nécessaire à l'association, et la Maison de l'Estuaire, c'est aussi un lieu d'études scientifiques au sein même de la réserve. Et certaines missions ne peuvent se faire sans l'aide des bénévoles, peut-être comme le comptage d'espèces. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs ce qu'est un comptage ? Un comptage, c'est tout bête, hein. C'est en fait une opération qui consiste à compter, à recenser généralement des espèces, donc ça peut être des plantes ou des animaux. Et effectivement, l'estuaire est notamment régulièrement suivi pour ces espèces d'oiseaux, ces populations d'oiseaux. Et il arrive qu'en fait, on ait besoin d'avoir beaucoup de monde qui soit présent sur le territoire pour dénombrer en fait un groupe d'espèces à un moment donné. Par exemple, prochainement, on va dénombrer en fait une espèce qui est très rare et qui le devient malheureusement de plus en plus, qu'on appelle le butor étoilé, qui est un oiseau, je dirais, de la famille du héron cendré ou de l'aigrette garzette, pour ceux qui connaissent un peu ces oiseaux, et qui vit exclusivement dans la roselière. Dont l'estuaire est plutôt bien doté, puisqu'on a quasiment 1 millier d'hectares de roselières qui occupent le territoire. Et donc cet oiseau en fait se camoufle dans le milieu. Et en fait, la seule façon de le compter, c'est d'écouter son chant. Et donc pour ça, en fait, on est obligé de couvrir vraiment toute la zone où l'oiseau peut être potentiellement présent, et pendant 1 heure le matin, tôt le matin et tard le soir, puisque c'est à ces moments-là que monsieur décide de chanter.
pour notre plus grand plaisir. Donc on essaye de couvrir le territoire et d'écouter pour voir où pourraient être les mâles chanteurs, puisque ce sont les mâles qui s'expriment. Et on a également par exemple un dénombrement des oiseaux qu'on fait à la mi-janvier tous les ans. Et là, on couvre encore un plus grand territoire et donc où là, on appelle aussi au partenariat, à la participation de bénévoles pour réussir à être présent sur un territoire très vaste, toujours sur un temps assez court, et ce qui nous permet d'avoir une photographie assez précise de la présence d'oiseaux sur un territoire donné. Et on peut aussi le faire, alors on le fait moins, mais ça pourrait être amené à se développer, le faire plutôt sur des plantes. Aussi, tout est possible. C'est vrai que dans le domaine naturaliste, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle les sciences participatives, où on invite les citoyens à dénombrer les papillons dans leur jardin ou les oiseaux dans leur jardin, etc. Et c'est vrai que ça sera forcément amené à se développer aussi pour la biodiversité de la réserve naturelle. Donc, avis aux amateurs et aux néophytes, si vous voulez observer des buteurs, plutôt écouter des buteurs étoilés et donner un peu de votre temps en contribuant aux études, c'est du 12 avril au 15 avril. Et comme vous avez dit, les rendez-vous sont très tôt ou très tard, à 5h30. Oui. Et à 20h, le rendez-vous, c'est l'aire de baie de Seine, c'est ça ? Alors c'est le parking à côté du pont de Normandie. Alors après, il faut dans ces cas-là, il faut, si les gens sont intéressés, le plus simple, c'est que les personnes se rendent sur notre site internet où on a effectivement toutes les infos qui sont indiquées dans la rubrique actualité, et notamment la personne à contacter, puisqu'il y a une de mes collègues qui coordonne en fait toutes ces participations et qui organise tout ça, et donc c'est elle qu'il faut éventuellement contacter. Donc j'invite les gens à passer par le biais de notre site pour avoir toutes les infos utiles. C'était le 2e épisode de cette série sur la Maison de l'Estuaire. Je remercie encore vigoureusement Stéphanie Rehmann pour son temps et son expertise. Retrouvez la suite prochainement dans le 3e et dernier épisode qui parlera de la mission fondamentale de la Maison de l'Estuaire, qui est de transmettre et de sensibiliser la population à la richesse qui habite et fabrique l'estuaire et nos alentours. Pour rejoindre l'estuaire de la Seine, il vous suffit de faire comme si vous sortiez du Havre, direction le pont de Normandie, et de vous arrêter juste avant de le traverser. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de la Maison de l'Estuaire sur leur site internet.